tous, je suis ravie de vous retrouver pour une émission spéciale. À l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous propose de revivre les meilleurs moments de Haut Sud depuis son lancement en septembre. Au volant de mon combi, j'ai parcouru des centaines de kilomètres. De l'Aveyron à l'Hérault, en passant par le Tarn, la Haute-Garonne ou encore le Lot, j'ai visité des endroits extraordinaires. J'ai vu des lieux insolites et fait des rencontres mémorables juste à côté de chez vous. Au Sud, c'est avant tout la découverte de votre région. Un patrimoine exceptionnel, un savoir-faire, une gastronomie d'une richesse infinie, mais aussi des traditions ancestrales qui rendent nos villes et nos villages si attachants. Dans ce best-of, je vous propose aussi de revivre mes plus beaux défis sportifs. Du saut en parachute à l'accro-roche, en passant par du kitesurf en Petite Camargue, mais aussi du circuit automobile à Albi, je vous promets une séquence 100% adrénaline. Allez, sans plus attendre, voici le premier best-of de la saison. Depuis 4 mois, j'ai pu découvrir certaines traditions propres à notre région. Des traditions ancestrales, comme les joutes sétoises, un sport qui remonte à l'ancien empire d'Égypte. Là, il faut raser la barque le plus près possible. Il va essayer de faire tomber son deuxième adversaire. Le principe des joutes est simple. 8 à 10 rameurs sont guidés par 2 barreurs. Les jouteurs, eux, sont situés sur une plateforme qu'on appelle la tintenne. Il y a quand même une question d'honneur. Ici, même les petits, pour un morceau de marbre, ils se tuent. Mais ça fait partie des joutes. Ici, c'est comme ça. C'est un trait comme ça. Et à 7, c'est comme ça. Et le mange joute, le vive joute, le dorme joute. Je m'expliquais que la semaine c'est l'entraînement et le week-end c'est les tournois. J'étais très contente d'être avec eux pour vivre ça parce que finalement j'ai vécu quasiment en fait le quotidien des gens de 7 ici avec eux. Maintenant, cap au nord, à Espalion. C'est la ville où est né le fameux jeu de quilles de 8. Ce sport emblématique de la culture aveyronnaise est pratiqué dans le moindre village. Le but du jeu, c'est d'abattre le plus de quilles possible avec une boule et une quille joueuse, qu'on appelle le quillou. La partie se déroule en 9 coups, répartis sur 5 distances de lancer, allant de 1 à 20 mètres. En fait, ici, le jeu des quilles, c'est une institution en Aveyron. En Aveyron, c'est carrément une institution, puisqu'en fait, on est le 2e sport aveyronnais en termes de licenciés. Ah, mais voilà! Tu vises la flèche. Ouais, parce que je prends ça à cœur. Hein. Parce que là, j'ai fait tomber la première. Donc. Allez, allez! Ah, voilà, c'est trop mal! Depuis septembre dernier, la gastronomie a également été à l'honneur dans Haut Sud. Je me suis régalée avec les merveilles de notre terroir, comme les huîtres, le pastis ou le cassoulet, un vrai délice. Pense bien à mâcher pour faire exploser justement toutes ces saveurs. Ah, c'est délicieux. Allez, santé. Ah oui, c'est ça. Il y a un goût de fumée, un goût de châtaignier. Ce qu'on m'expliquait, c'est que j'ai bien failli ne jamais goûter ce porc noir de Bigorre. Parce que dans les années 80, il a failli complètement disparaître. Il en restait plus qu'une trentaine à peu près. Et c'est une poignée de paysans passionnés qui ont réussi à faire survivre la race. Regarde, tu mets tes mains dessous, Je vais me faire gronder si je la déchire. mais tu te débrouilles bien. Écoute, on dirait que tu as déjà fait ça. Hein. C'est très amusant à faire. Voilà. Tu prends le bout Et on le et vas-y, voilà. Et ça fait un escargot tout... Ah bah il est pas encore Bah, il chaud. est pas chaud encore. Voilà, le petit coquin qui se cachait. Ça me donne déjà l'eau à la bouche. Ah, il faut que ça soit généreux.
Après, il faut le secouer un petit peu pour que ça se répartisse. Et après, une louche de jus. Voilà. Oh là là. Et tu le mets dessous la salamandre là. Oh. Il est même presque gratiné. Là. Regardez, pour une première, c'est pas mal. Hein. En plus de nos traditions culinaires, l'Occitanie, c'est aussi des coutumes ancestrales. Souvenez-vous de la petite Camargue, de la couleur rose du salin d'Aigues Mortes, de ses paysages à couper le souffle, mais aussi de ses courses camarguaises, une tradition incontournable qui remonte au XVe siècle. En ce début d'après-midi, les gradins sont pleins à Saint-Laurent-des-Gouzes. Ces hommes habillés en blanc vont tenter d'attraper les fameux attributs du taureau avec un raset. C'est une sorte de crochet. On appelle ces hommes des raseteurs. En fait, ici, tout le monde, plus ou moins, est né ou sur un cheval ou avec un cheval. La petite Camargue, elle est faite de chasse, de pêche, de taureaux machis. Donc, il y a 9 chances sur 10 que tous les gens qu'on peut rencontrer dans la rue, ils aient une de ces 4 passions. Et en fait, moi, j'ai les 4. Pendant ces 4 mois, tous mes voyages ont été animés par de belles rencontres. Comme par exemple celle d'Étienne Cerclera, ce berger incroyable qui parle à ses chiens avec un langage bien à lui. Cool, allez. Résultat. Installe-toi. Allez. Mais qu'est-ce que tu leur dis? En fait, tous ces chiens, je les commande avec leur propre code. Alors, cool, c'est le bosseron, c'est en français normal. 8, c'est avec des chiffres. Lui, c'est en espagnol. Lui, tu lui parles en espagnol? Oui. Mais pourquoi? Et parce que il est né à la maison, mais c'était pour pouvoir le commander indépendamment des autres. Et les autres alors? Alors, il y a celui-ci qui est avec des fruits. Kumquat, litchi, kiwi, multiplie. 1012, résultat. Kumquat, Bilbo, D, installe-toi. Chaque chien a ses codes et ça me permet de les positionner indépendamment les uns des autres. Mais c'est extraordinaire. Comment t'as eu cette idée? Le fait de travailler avec plusieurs chiens à la fois, il me fallait pouvoir les commander avec un code bien à eux, sinon ils s'embrouillaient. Et chacun prenait l'ordre pour lui-même. Et alors comme ils naissent à la maison, on décide d'un thème par chien et on va travailler comme ça dès le départ le thème. Mur, kumquat, parate, litchi kumquat, coule gauche, résultat, coulassi, lejos, destra, lejos. Non mais attends, il y a un intrus au milieu de ces brebis, il y a un patou. C'est vrai, oui. Ouais. Comment ça se fait? Il est discret quand même parce qu'on ne le voit pas au départ. Hein. Non, je l'avais pas vu au début. C'est un patou, c'est un montagne des Pyrénées qui sert à la protection du troupeau. Lui, il vit jour et nuit avec le troupeau et il le protège. Litchi kiwi, gros bilbo, banane, gros bilbo, avocat, multiplie. Après les collines de l'Aveyron, je vous emmène maintenant dans ce best-of sur le littoral pour y retrouver 2 jeunes ostréiculteurs installés sur l'étang de Thau. Ils ont réussi à reproduire artificiellement le cycle des marées pour créer des huîtres d'exception. L'étang de Thau, c'est une sorte de petite mer intérieure pas très profonde, entre 3 et 6 mètres. Elle est particulièrement riche en phytoplancton et surtout ici, entre eau douce et eau salée, l'équilibre est parfait. C'est très important pour les coquillages. La famille Tarborièche cultive sur corde les huîtres depuis déjà plusieurs générations. Donc là, comme tu peux le voir,
sur la structure, il y a différentes perches. Il y en a qui sont hors d'eau, donc Donc là, c'est marée basse. marée basse, et Marée là, haute. en théorie, marée haute. Comme si la marée était revenue. Et c'est toi qui pilotes tout ça automatiquement? Exactement. Donc ça se pilote en automatique, mais aussi on peut venir en manuel et faire sortir avec le téléphone. C'est avec le téléphone que vous pilotez ces cordes? Exactement. Mais vous êtes des ostréiculteurs 2.0 en fait, c'est ça? C'est à peu près ça. Il faut allier tradition vivre- et innovation. Voilà, il faut vivre avec son temps et se servir de La technologie. Ah bah de la là, technologie, quoi. on est pile dedans. voilà. Ce système étonnant qui reproduit la marée fonctionne grâce à des treuils, des panneaux solaires et des éoliennes. En jouant ainsi au yo-yo, l'huître se muscle et devient plus charnue. Donc là, on est vraiment sur des huîtres qui ont 3 ans d'élevage, hein, donc Oula, ça a l'air lourd. qui sont prêtes à la consommation, tout simplement. Là, vraiment, on est sur une huître qui se tient. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les chefs apprécient nos huîtres. C'est parce qu'on peut les cuisiner. On peut les travailler, voilà. Non, là. Pourquoi elle me crache dessus? Ça, c'est ce qui te permet de les trier. Voilà, ça me permet à la fois de les calibrer et en même temps d'enlever un maximum de vide. Ça fait que quand je les nettoie pour qu'elles soient vraiment propres, j'ai presque rien à faire. Ok? Et là, Voilà. il t'en faut combien? Là, normalement, là, avec le temps de travail que j'ai effectué, j'aurais dû avoir 4 à 5 fois ça. Comment tu as appris à pêcher les télis? Là, c'est depuis tout gamin. Mon père les faisait. J'ai quitté l'école à 13 ans pour aller travailler avec mon père. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 45 ans que je fais le télis. Il est frais comme un gardon. On voit ça. T'as jamais goûté les télis, là? Non, jamais. Eh bien alors, ou tu le goûtes, et tu t'en passeras pas, hein, ou alors il ne veut même pas que tu les goûtes. Elle est belle, elle est mignonne, elle n'est pas de Carcassonne. Quand on les mange, on s'en lèche les doigts. C'est la téline du roi. Bon bah merci beaucoup Robert. Ben, de rien, Je avec te plaisir. laisse continuer à pêcher Voilà, parce que je visiblement continue il t'en parce que- manque un petit peu. Hein. C'est pas avec ça que je vais manger aujourd'hui. Hein. Mais je vais penser à toi quand je vais en déguster. Voilà. Dans cette émission spéciale, je souhaitais également revivre avec vous une autre rencontre exceptionnelle avec Jean-François Pignon, un dresseur qui réalise les plus grands spectacles équestres à travers le monde. Ça fait plus de 30 ans que Jean-François danse avec ses chevaux. Très jeune, il est tombé sous leur charme. Il les approche avec une grande tendresse, en toute liberté. Résultat, ces spectacles font le tour du monde. Tu vois, là, on sent qu'elles sont connectées. Regarde, celle là-bas voit ma main et je peux régler celle-là au visuel. Et puis quand ça coule tout seul, on touche à rien. Il faut à chaque fois que tu fais une action que le cheval ait le temps d'analyser. Mais ce qui est beau, c'est justement cette puissance que dégage un cheval. Il n'y a quand même pas beaucoup d'animaux qui peuvent porter un être humain et puis passer des obstacles. Et c'est une puissance incroyable. Et à côté de ça, c'est une subtilité extraordinaire aussi, où tout passe par les sensations, les choses comme ça, et c'est ce qui me fascine en fait. Voilà pourquoi le cheval. Après 12 émissions dans la Grande Occitanie, j'ai pu relever différents défis sportifs. Entraînement militaire, trottinette tout-terrain, kitesurf, canoë et bien d'autres exploits encore. À chaque fois, sensation garantie. Trop facile. Allez, droit devant. On y va? On y va. On va partir pour 35 à 40 secondes de chute libre à 200 km/h.
ouvrir le parachute à 1800 mètres. Et ensuite, on fera 5 à 7 minutes sous voile si tu es en forme. Alors, on va se placer face à la cible. Et comme ça, tu vas prendre la position d'atterrissage après. Ok. Allez, enlève bien les jambes. Enlève bien les jambes. Génial. Attends, je vais te desserrer. Ah, c'était une tuerie. Bon, allez, on va essayer. Tu me tiens? Je te tiens. Tu pousses bien sur les jambes. Et ça se fait tout seul. Super. Ouais, enfin, tout seul. Au maximum, on sera à 40 mètres de hauteur. Regarde pas. Là, tu Non, 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 je peux pas. Je peux pas. Allez, vas-y. Vous êtes des fous. Allez. C'est parti. En tout cas, c'est magnifique ici. Émilie? Oui. Au revoir. Et voilà. Je te déteste. Je te fini. déteste. Ça se fait pas de m'avoir lâché. Mais bien joué. Tadam! Alors, vous me trouvez comment? Oula. Oh, par contre, on marche en robot avec la combi. Je suis pas très habituée. Voilà, c'est le signal, faut y aller? C'est le signal, ça va être à toi. Ça se voit pas comme ça, mais j'ai un peu les chocottes. Attends, je suis pas prête, ne pars pas. Non, je pars pas des suite. Je suis pas prête, je suis pas prête. Je sais pas ce qui va m'arriver. Salut! J'ai accéléré un peu sur la fenêtre. Bon bah voilà. On est allé jusqu'à combien? 275. Ah, je suis désolé, on n'est pas arrivé à 300. On n'a pas réussi aujourd'hui. Je dépasse pas 80 km/h avec mon combi, moi. Alors, si tu veux, j'ai pas du tout l'habitude. Oh là là, mais c'était impressionnant parce que moi, je sentais qu'il y a des moments où ça allait tellement vite. Oh, ça allait tellement vite que moi, que je me sentais partir. Je me suis dit, mais. Et à chaque virage, je me disais, on va mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Elle est pratique cette poignée. Merci beaucoup. J'avais jamais ressenti ça. L'objectif de Au Sud, c'est aussi de vous faire découvrir des lieux insolites que j'ai eu le privilège de découvrir. Des endroits parfois cachés, au milieu de nulle part, comme cette église russe dans l'Aveyron. Autre lieu singulier et autre département. Je vous propose de retourner dans les Hautes-Pyrénées, dans une ancienne usine de céramique à Aurillans. Alors nous voici dans le four le plus vieux de cette tuilerie. Aujourd'hui, elle est protégée au titre des monuments historiques. Nouvelle étape dans ce best-of, direction Albi. 80 mètres de haut, 113 mètres de long, la cathédrale d'Albi a des allures de château fort. 200 ans ont été nécessaires pour construire cette cathédrale forteresse, symbole de la puissance des catholiques en guerre contre les Cathares. Souvenez-vous, Patrick, le conservateur de ce superbe monument, nous a ouvert les portes des trésors cachés de Sainte-Cécile. Sous nos yeux, plus de 18 000 mètres carrés de fresques et de décorations.
Une incroyable Bible illustrée, l'œuvre de peintres italiens. C'est le plus vaste ensemble de peintures Renaissance réalisé en France. Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale peinte d'Europe. Patrick m'emmène en haut du jubé, sur la tribune qui offre un accès privilégié pendant les cérémonies religieuses. La cathédrale garde dans ses pierres bien des secrets, et j'ai l'honneur d'en être la témoin. Les hommes ou les femmes de passage avaient un petit couteau, un canif, et venaient faire une incision. La particularité de cet ensemble, c'est le côté brut, qui n'était pas fait pour être vu de près, mais fait pour être vu de loin. On voit bien sur la manière dont les couches de peinture ont été mises, le côté tremblotant, le côté aussi on vient un peu bavé. On a l'impression que c'est très précis d'en bas. Oui, en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que la précision de loin est donnée par les motifs géométriques. Après cette escapade albigeoise, je vous propose maintenant de retourner dans le Lot, à Saint-Cyr-la-Popie, où Marion m'a fait profiter d'un point de vue surprenant à bord de sa gabarre. Donc là, tu as le village de Saint-Cyr-la-Popie, une des perles de cette vallée du Lot. À 100 mètres de haut à peu près, on a le village, 108 mètres le point le plus haut. 15 habitants à l'année dans le village. Seulement? Oui, mais grâce à tout ça, grâce à toute l'histoire de ce village, il y a plus d'un demi-million de visiteurs par an. C'est drôle, on a l'impression de faire un saut dans le temps quand on arrive en gabarre jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie. À l'époque, c'était le seul axe de communication. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de train. Toutes les gabarres circulaient ici, toutes les personnes utilisaient la rivière. Et là, c'est vrai que ça permet à tout le monde de voir un petit peu comment était le Lot auparavant, de revivre un peu cette histoire. Ouais, comme tu dis, c'est un retour dans le temps en fait. Saint-Cyr-la-Popie a été élu village préféré des Français en 2012. Pour ses ruelles étroites, pour ses pavés usés par le temps, mais aussi pour ses 13 monuments historiques. Autre lieu étonnant, cette fois dans l'Aude, où j'ai pu visiter en pleine nuit la citadelle de Carcassonne et ses remparts. Une première, jamais personne ne s'y était aventuré. J'y avais retrouvé Sonia Gort du Centre des Monuments Nationaux et Olivier de Robert, le fameux conteur de Carcassonne. Salut Sonia. Salut Lily. Ça va? Oui, toi? Bonsoir. Salut Olivier. Bon alors j'ai de la chance d'être ici, parce que d'habitude on ne visite jamais la cité médiévale de nuit. Jamais. Ah, c'est vrai, et ça risque d'être assez particulier quand même. 3 km de remparts et 52 tours. C'est ce qui a fait la renommée de la cité fortifiée. Alors qu'est-ce que c'est que cette tour Saint-Nazaire? Elle est connue. C'est l'une des 4 portes d'entrée de la ville. Et tu vois, ce soir-là, j'ai appris l'origine du nom Carcassonne. Ouais, c'est magnifique. La légende remonte à l'époque où Charlemagne tentait de chasser les Sarrasins de la citadelle en les assiégeant au pied des remparts. Dame Carcasse, qui régnait sur la cité, décida de jeter du haut des remparts un cochon nourri avec le dernier sac de blé, pour faire croire qu'il ne mourrait pas de faim. Charlemagne et ses hommes ont alors décidé de lever le siège et Dame Carcasse sonna les cloches. Et alors Charlemagne, qui est devant son armée, qui a la tête basse, demande à son aide de camp qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bruit, et son aide de camp lui donne cette réponse devenue célèbre, c'est Carcasse qui sonne, Majesté, Carcasse sonne, Carcasse sonne. Et voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à revoir toutes ces séquences. Pendant les fêtes de fin d'année, vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Au Sud en intégralité sur le site internet France 3 Occitanie, rubrique émissions et reportages au Sud. Je vous retrouve à la mi-janvier pour une émission sur la Ville Rose. D'ici là, passez de très belles fêtes de fin d'année. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt.